Bonsoir à toutes et à tous. Une nouvelle édition du journal sur la radio et télévision Delta Santé. Voici les titres de ce journal. Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle d'avril prochain, une rencontre a eu lieu ce matin entre les acteurs du processus électoral et la force de sécurisation de ce scrutin. Le but, avoir une idée sur son mode d'opération. Et puis le copilote de la German Wings a refusé d'ouvrir la porte du cockpit au commandant de bord selon les révélations de la boîte noire. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Je le disais dans les titres, les préparatifs de l'élection présidentielle d'avril au Togo poursuivent toujours leur cours. Le corps chargé de la sécurisation du scrutin est bien la FOSEP 2015. Mais comment va-t-elle opérer? Eh bien, ce matin, des acteurs impliqués, des acteurs internationaux et nationaux concernés par le processus électoral ont été conviés à suivre cet ordre d'opération de la FOSEP. Alors, mais plus de précision avec Dieudonné Sionou et Mathias et Cécile. Rencontre d'échange et d'information organisée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile avec la collaboration de la Commission électorale nationale indépendante. L'idée essentielle est d'informer les acteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, intéressés par le processus de l'élection présidentielle de 2015 au Togo sur l'ordre d'opération de la FOSEP 2015. Nous entamons la phase un peu délicate qui va être la campagne, le soutien proprement dit, le dépouillement. Donc il est quand même normal que le peuple togolais, que les observateurs, que les personnes des médias sachent qu'il y a une force créée spécialement pour gérer la partie sécurité du processus électoral qui sera reconnue par le brassard. La mission, c'est faire en sorte que l'ordre règne. Depuis 2007, la force de sécurité et élection présidentielle assure la sécurisation du processus électoral avant, pendant et après le scrutin présidentiel en vue d'éviter d'éventuelles violences entachant généralement les élections. Nous sommes conscients de la délicatesse de la tâche qui nous attend, vu que les périodes électorales sont les moments les plus sensibles et les plus fébriles de notre pays. Cependant, notre devoir est de prendre toutes les mesures requises afin que toutes sortes de velléités belliqueuses soient maîtrisées, afin que nos concitoyens se reconnaissent dans la FOSEP 2015 et trouvent en elle une force qui les rassure et les protège, quelle que soit leur appartenance politique. Mon département, à travers la FOSEP 2015, attend jouer pleinement sa partition pour garantir un processus électoral apaisé et sans violence, non seulement par des actions de prévention, mais aussi et au besoin par le maintien et le rétablissement de l'ordre public. À cette rencontre, les partenaires internationaux ont été aussi témoins de la présentation de l'ordre d'opération que suivra la FOSEP 2015. Et comme accompagnement, un guide élaboré avec l'appui des partenaires a été remis au ministère tutelle de la FOSEP 2015. De toutes les régions, tous les commandants de la FOSEP 2015 ont été présents à cette rencontre d'échange où ce qu'est essentiellement leur rôle a été une fois encore martelé par le ministre de l'administration territoriale et le président de la CENI. La présidentielle au Togo est pour l'instant prévue pour le 15 avril prochain. Nous poursuivons avec ce communiqué de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante informe les membres de comité des listes et cartes et les personnes ressources des CELI de la zone numéro 1 qui n'avaient pas touché leurs indemnités avant la suspension des paiements que les États seront de nouveau mis en paiement à la Société des postes du Togo à partir du lundi 30 mars 2015 jusqu'au samedi 4 avril 2015 à 12h. Les intéressés sont priés de se présenter au bureau de poste de leur localité respective pour toucher leurs indemnités avant la date de clôture. Passé cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. Il s'agit des membres CLC et personnes ressources des CELI suivantes: Lomé 1, Lomé 4, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 5, Aflaou Gakli, Aflaou Sagbado, Agwe Nive, Togblé, Bagida, Vakosito, Legbasito, Songuera, Yoto, Vo, Lac, Bamono, Zio, Ave, Agou et Cloto.
La suite de cette édition donc avec l'actualité sur le continent africain. Les Nigérians se rendront aux urnes le samedi prochain. Le pays le plus peuplé de l'Afrique attend les élections présidentielles et législatives, un scrutin qui s'annonce plutôt serré, surtout sur fond de menace de la secte islamiste Boko Haram. Muhammadu Buhari est un homme persévérant. C'est la 4e fois qu'il se présente à une présidentielle. Quand il dirigeait le Nigeria d'une main de fer à la tête de la junte militaire dans les années 80, il s'est forgé une image d'incorruptible. Aujourd'hui encore, à 72 ans, il fait de la lutte contre la corruption son principal argument de campagne. Dans la première puissance pétrolière d'Afrique, gangrénée par les détournements d'argent, le sujet est sensible. La corruption est devenue une véritable culture au Nigeria. Dès que nous serons investis au gouvernement, qui que ce soit qui abusera de la confiance sera appelé à rendre des comptes. L'ancien général musulman et originaire du Nord promet aussi d'éliminer Boko Haram. Le groupe islamiste contrôle désormais des pans entiers du Nord-Est. Muhammadu Buhari se dit persuadé de sa victoire samedi. Comment réagiront ses partisans si Goodluck Jonathan est déclaré vainqueur? Le pays est habitué aux violences post-électorales. Une défaite du général pourrait créer de sérieuses tensions dans le Nord, surtout si la transparence du scrutin n'est pas garantie. Hors de l'Afrique à présent, c'est un acte volontaire du copilote de l'avion A320 de la Germanwings qui s'est écrasé le mardi dernier avec 150 personnes à son bord dans le sud de la France. En tout cas, ce sont les dernières révélations que livrent les enquêtes sur ce drame. Andreas Lubitz, un jeune Allemand de 28 ans, aurait donc refusé d'ouvrir les portes du cockpit au commandant de bord. Sur cette photo apparaît Andreas Lubitz, 28 ans, le copilote allemand de l'A320 de la Germanwings qui s'est écrasé mardi dans les Alpes de Haute-Provence est désormais au cœur de l'affaire. À la mi-journée, le procureur de Marseille qui dirige l'enquête côté français l'a clairement désigné comme responsable de la catastrophe, s'appuyant sur les enregistrements de la première boîte noire retrouvée. Dans les premières minutes, on y entend une conversation entre le commandant de bord et le copilote, avant que le premier ne laisse les commandes au second pour s'absenter quelques minutes, probablement pour aller aux toilettes. C'est alors qu'il est seul aux commandes de cet avion Airbus A320, que le copilote manipule les boutons du Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. Il a donc actionné ce bouton commandant la perte d'altitude pour une raison qui aujourd'hui nous ignorons totalement, mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion. Dans la matinée, le journal New York Times avait déjà soulevé la piste d'un acte volontaire en révélant que le pilote ou le copilote était sorti du cockpit depuis plusieurs minutes au moment de l'accident. Or, ces vidéos de démonstration du constructeur Airbus montrent qu'une ouverture d'urgence de la cabine de pilotage depuis l'extérieur est toujours possible en cas, par exemple, de malaise du pilote, sauf si la personne à l'intérieur bloque l'ouverture. Dans le cas précis du vol 95-25, l'enregistreur de vol prouve que le pilote a tenté jusqu'au bout d'y pénétrer, puisque l'on entendrait des coups sur la porte dans les dernières minutes. Mais Andreas Lubitz se serait donc barricadé en restant silencieux, alors que sa respiration, apparemment normale, serait audible jusqu'à l'écrasement. L'enquête sur son passé et sa personnalité ne font que commencer. La police allemande se trouvait cet après-midi devant la maison de ses parents à Montabaur, dans l'ouest de l'Allemagne, où il résidait régulièrement. Dans ce club local d'aéronautique où il avait appris à piloter, on ne s'explique pas son geste. Les membres du club qui l'ont côtoyé assurent que le jeune homme, après une formation débutée en 2006 à la Lufthansa, avait semblé très heureux en devenant officier pilote de ligne au mois de septembre 2013. Toujours dans ce dossier, dans ce drame, retenez que la Germanwings est une filiale de la Lufthansa et le PDG de la compagnie mère n'a pas caché sa désolation. Il affirme être abasourdi. Après les premières révélations de l'enregistreur de vol, le PDG du groupe aérien allemand Lufthansa, maison mère de Germanwings, s'est dit abasourdi, profondément choqué. Durant son point presse, il a précisé qu'aucun système de sécurité au monde ne pourrait empêcher une telle tragédie. Il a donné quelques précisions sur le copilote tout en renouvelant sa confiance dans la stricte sélection des pilotes de sa compagnie.
Je voudrais mentionner qu'il y a 6 ans, le copilote a fait une pause dans sa formation, puis il a repris. Il a repassé des tests en tant que candidat à la formation, il a commencé à reprendre l'entraînement. Par la suite, il n'a pas seulement réussi tous les tests médicaux, il a suivi toute la formation au vol, réussi tous les tests et passé tous les contrôles. Il a réussi tous les examens de vol. Il était 100% apte à voler, sans aucune restriction, sans aucune condition. Il n'a pas pu dire en revanche pour quelle raison le pilote avait interrompu pendant plusieurs mois sa formation en 2009, mais il a précisé que le procureur français pourrait avoir accès au dossier médical du jeune homme. C'est un réenterrement d'un personnage clé de l'histoire de la Grande-Bretagne. Richard III, le roi Plantagenet, est décédé il y a 5 siècles, plus de 500 ans, dont le squelette a été retrouvé en 2012, peut désormais reposer en paix. Il a été inhumé dans la cathédrale de Leicester en présence de milliers de personnes. 530 ans après la mort de Richard III, les sujets britanniques sont là pour l'accompagner dans sa dernière demeure, la cathédrale de Leicester. Une cérémonie en grande pompe, mais sans reine d'Angleterre, et surtout loin de Westminster, lieu royal par excellence, où les adversaires de Richard III ont déjà leur chapelle. Pendant 5 siècles, il a été le roi maudit, difforme, perfide, assoiffé de sang, surtout décrit comme tel par un certain Shakespeare. Lorsque nous parlions de Richard III avant, on avait en tête le portrait fait par Shakespeare, incarné par Laurence Olivier, en train de taper du pied. Pour les Anglais, Richard III est resté le roi à la cruauté sans pareil. Mais c'était sans compter avec la découverte de ce squelette en 2012 lors de travaux sur un parking de Leicester. Une tombe isolée qui va très vite éveiller l'intérêt des scientifiques. Des tests ADN sont réalisés et 1 an plus tard, l'identité est confirmée. Le squelette est celui du roi Richard III. Il a été dans la poussière pendant 500 ans et là, il est presque vénéré par des millions de personnes à travers la planète. Depuis 3 jours, les processions se multiplient. De l'université de Leicester à la plus vieille église de la ville, une profusion de fleurs, de prières, une ferveur toute britannique. Pour une tête couronnée, en passe d'être réhabilitée. C'est magique. Dans ma vie, je vais avoir enfin l'occasion de voir un vrai roi. Richard III est un peu mon héros. C'est un roi assez incompris. L'absence de sépulture officielle avait longtemps contribué à sa réputation de tyran sanguinaire. Aujourd'hui, ses obsèques lui permettent de retrouver une place dans l'histoire britannique. L'actualité dans le monde, c'est également la situation au Yémen. Le Yémen toujours mal en point avec des bombardements et affrontements réguliers. Il y a quelques jours, des milices houthis tentaient de prendre le contrôle de la capitale Sanaa. La situation devient donc inquiétante et constitue un problème régional. Certains pays du Moyen-Orient et l'Arabie saoudite tentent en tant soit peu de stopper l'avancée de ces miliciens à travers des opérations militaires. Des habitations réduites en poussière et au moins 14 personnes enfouies sous les décombres. Des dégâts causés par les frappes aériennes lancées dans la nuit contre les rebelles houthis sur la capitale yéménite. Elles visaient l'aéroport à proximité, une base militaire aérienne et le palais présidentiel. Des cibles choisies par une coalition de monarchies du Golfe, rejointes par la Jordanie, l'Égypte, le Maroc, le Soudan et le Pakistan. Mais à leur tête, c'est l'Arabie saoudite qui est à la manœuvre, avec Washington qui fournit un soutien logistique. Nous avons des moyens aériens provenant de nombreux pays et nous avons des moyens militaires en voie d'acheminement vers le royaume pour participer à ces opérations. La chute du Yémen n'est pas une option envisageable pour nous et pour nos partenaires de la coalition. Nous sommes déterminés à protéger le gouvernement légitime du Yémen. Partis du nord-ouest, les rebelles houthis contrôlent désormais une grande partie du territoire et assiègent cette ville portuaire. L'aéroport vient d'être repris par les forces pro-gouvernementales. Tout est fait pour empêcher la prise d'Aden. Ce jour, des combats ont fait 18 morts dans la région. Nous, le peuple du sud du Yémen, nous combattrons jusqu'à la mort et nous résisterons face aux ennemis, face aux occupants. Nous combattrons avec nos mains, avec des pierres, avec tout ce que nous avons. Victoire pour la révolution, victoire pour le sud. Les lignes de fracture sont à la fois tribales et confessionnelles. Dans ce pays à majorité sunnite, les rebelles houthis sont des chiites soutenus par l'Iran, le grand rival de l'Arabie saoudite. Pour ces deux puissances régionales,
Le Yémen devient un théâtre de confrontation. Direction l'Amérique du Sud, près de 600 sinistrés, 4 morts et 22 personnes disparues. C'est là le bilan. Les bilans des inondations au Chili. Une forte tempête accompagnée de pluies torrentielles ont ravagé beaucoup de choses sur leur passage le mardi dernier. Les populations, elles, étaient sans force face à la situation. L'état d'exception a été décrété par le gouvernement. L'eau et la boue ont envahi la région d'Atacama, au nord du Chili. Même les militaires venus ravitailler les habitants sont bloqués. Des pluies torrentielles qui tombent depuis mardi sans accalmie. Les écoles et les commerces sont fermés dans certaines villes, les habitants coincés chez eux quand ils ne sont pas obligés de fuir leur maison. Il a plu toute la soirée et pendant toute la nuit hier. Nous avons dû grimper sur un arbre pour nous protéger. On était coincés sans rien. Des conditions météorologiques d'autant plus inquiétantes qu'elles se produisent dans une région généralement aride. La tempête et les pluies diluviennes ont augmenté le débit de plusieurs rivières alentours, d'où la catastrophe. Des centaines de personnes n'ont plus de maison et certaines manquent à la paix. Nous avons été informés que 6 à 8 personnes ont disparu. Nous avons donc dépêché nos forces spéciales, 104 hommes. D'autres renforts vont suivre pour aller au secours des victimes. L'état d'exception a été déclaré dans cette région. Le ministre de l'Intérieur doit se rendre sur les lieux afin d'évaluer les dégâts. Pour l'heure, 600 foyers sont déclarés sinistrés et des dizaines de milliers de personnes privées d'eau potable. Retour sur le continent africain pour refermer ce journal. Il est surnommé l'homme qui repart les femmes. Le gynécologue congolais Denis Mukwege, lauréat du prix Sakharov 2014, est toujours à l'honneur. Un documentaire a été tourné, réalisé sur sa personnalité pour lui rendre hommage et saluer son courage. Je l'identifie à ma mère et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Un documentaire pour saluer le courage de Denis Mukwege. Lauréat du prix Sakharov 2014, le gynécologue congolais opère chaque jour des femmes et des enfants victimes de viols et de sévices sexuels dans une région très troublée de la République démocratique du Congo. Venu à Bruxelles pour la projection du film que lui a consacré un documentariste belge, l'homme qui répare les femmes s'est aussi rendu au Parlement européen où il a évoqué les menaces de mort qu'il reçoit régulièrement et l'acharnement fiscal à l'encontre de son hôpital. Les salaires des agents au Congo à l'hôpital, c'est autour de 100 euros par mois. Réclamer des impôts de 650 000 euros, ce n'est pas raisonnable et c'est de l'arbitraire, ça frôle un tout petit peu même ce qu'on peut considérer comme une tendance à la corruption. Fondateur de l'hôpital de Panzi où plus de 40 000 femmes ont été soignées, Denis Mukwege appelle aussi à des élections justes en République démocratique du Congo. Plusieurs sont prévues d'ici fin 2016, notamment l'élection présidentielle. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.